Adobe. Depuis près de 40 ans, ce nom est, il est partout. C'est synonyme de créativité. C'est un empire, un peu invisible, qui a littéralement façonné presque tout ce qu'on voit. Sauf qu'aujourd'hui, cet empire, il vacille. Il fait face à une véritable rébellion. Et le pire, elle est menée par les créateurs eux-mêmes, ceux qui l'ont bâti. Allez, on plonge dans cette histoire. Voilà, cette phrase, elle vient d'une action en justice aux États-Unis et elle résume absolument tout. C'est la colère qui gronde, c'est le cri de ralliement de toute une communauté qui aujourd'hui se sent trahie. Alors la question c'est, comment on en est arrivé là ? Pour comprendre la chute, il faut d'abord revenir au tout début, à l'ascension. Parce qu'à l'origine, Adobe, c'était pas du tout un géant qui fait peur. C'était un révolutionnaire, une boîte qui a donné un pouvoir incroyable aux artistes. Tout commence en 82. Deux ingénieurs, un peu frustrés chez Xerox, décident de se lancer. Leur première invention, c'est PostScript. Et là, c'est un vrai tremblement de terre. Steve Jobs, chez Apple, flaire le bon coup et l'intègre dans ses imprimantes. C'est le début de la révolution de l'édition numérique. Juste après arrive Illustrator et surtout, le coup de génie absolu, il rachète Photoshop, un petit programme qui va devenir la colonne vertébrale de toute la création visuelle mondiale. À cette époque, le deal avec les utilisateurs était hyper simple. On achetait une licence, ça coûtait dans les $800, et le logiciel était à nous, pour toujours. On pouvait bosser hors ligne, sans avoir de compte, bref, un contrat basé sur la confiance et sur la propriété. Sauf que ce succès va créer un problème. Un gros problème même. Leur logiciel est tellement bon, tellement stable, que les clients ne voient plus l'intérêt de payer pour les nouvelles versions. Et pire que ça, le piratage explose. N'importe qui pouvait télécharger un Photoshop craqué en quelques minutes. C'est à ce moment-là qu'une idée a commencé à germer chez Adobe, une idée qui allait absolument tout changer. On arrive au point de bascule de notre histoire, le moment précis où Adobe a décidé de transformer sa relation avec ses clients du tout au tout. L'idée, c'est de ne plus vendre de produits, mais de louer un service. C'est la naissance de Creative Cloud. Et là, fini la propriété. C'est un modèle de location. Si on arrête de payer son abonnement, on perd tout. Plus d'accès au logiciel, et encore pire, nos propres fichiers deviennent illisibles. En gros, on n'achète plus un outil, on loue le droit d'entrer dans l'écosystème Adobe. Ça porte un nom, ça, en économie, le coût de sortie. C'est-à-dire que tous les fichiers des créateurs pendant des années sont enregistrés en format PSD, .ai, des formats qui n'appartiennent qu'à Adobe. Du coup, vouloir partir, c'est prendre le risque de perdre des années de travail. C'est un piège économique et il est parfaitement conçu. Et financièrement, c'est un succès absolument phénoménal. Le chiffre d'affaires d'Adobe est passé de 3 milliards en 2010 à plus de 19 milliards en 2024. C'est juste énorme. Le piège fonctionnait à merveille. Les revenus rentraient tous les mois de manière prévisible. Mais derrière ces chiffres, une colère immense commençait à monter. En 2024, une pétition contre les prix et les pratiques d'Adobe a recueilli 120 000 signatures, en 48 heures à peine. C'est la preuve que la base d'utilisateurs, qui était autrefois si fidèle, se sentait maintenant prise en otage et même exploitée. Cette stratégie de verrouillage, même si elle était très rentable, a créé une brèche, une énorme brèche. Et dedans, une nouvelle vague de concurrence est engouffrée, en proposant exactement ce qu'Adobe venait d'abandonner. Des noms comme Affinity ont commencé à se faire connaître en proposant des logiciels super puissants mais avec un paiement unique. DaVinci Resolve a commencé à écraser Premiere Pro dans le monde des indépendants avec une version gratuite qui est incroyablement performante. Mais la plus grosse menace, elle, venait d'ailleurs. Figma. Figma a tout changé. C'est gratuit pour commencer. Ça marche dans un simple navigateur web. Et surtout, c'est collaboratif en temps réel. Le Google Docs du design, en quelque sorte. Le logiciel a conquis les écoles, les startups, toute la génération qui allait définir le futur du métier. Et là, Adobe a compris qu'ils avaient complètement laissé passer une génération entière. La réaction d'Adobe, la panique. Une panique totale. Au lieu d'innover pour rivaliser, ils ont fait ce que font les géants quand ils ont peur. Ils ont sorti le chéquier. Et ils ont proposé une somme, mais complètement délirante. 20 milliards de dollars pour racheter Figma. Une tentative désespérée de stopper l'hémorragie. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Les régulateurs, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ont bloqué le deal. Ils ont jugé que c'était un abus de position dominante. Résultat, l'acquisition est annulée, Adobe est publiquement humilié et en plus, ils doivent payer une amende de rupture d'1 milliard de dollars. Cet échec monumental avec Figma, ça a été un vrai signal d'alarme pour tout le monde. Mais le peu de confiance qui restait encore allait être pulvérisé par une nouvelle controverse, celle de l'intelligence artificielle.
Imaginez la scène. Un email interne fuite sur Twitter, et cette phrase fait l'effet d'une bombe. Pour des milliers d'artistes, c'est la trahison de trop. Leur propre création, celle pour lesquelles ils payent un abonnement tous les mois, était utilisée pour entraîner une intelligence artificielle qui, potentiellement, allait les remplacer. Le cycle est juste insupportable quand on y pense. L'artiste paye pour des outils, il crée des œuvres, et ces œuvres servent à nourrir une IA, Firefly, qui est ensuite vendue comme un moyen de se passer de l'artiste. L'ironie est cruelle, non? Les créateurs payent pour financer les outils qui sont littéralement utilisés contre eux. Alors forcément, la colère s'est transformée en appel au boycott. Et chez les jeunes designers, un nouveau mot a commencé à circuler, dédobiser. L'idée, c'est de supprimer systématiquement tous les logiciels Adobe de son processus de travail. Ce n'est plus juste une question d'outils là, c'est devenu un vrai mouvement culturel. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Il y a 2 leçons, je crois, qui sont cruciales. La première, ne jamais trahir la base qui a fait son succès. En piégeant ses utilisateurs, Adobe a tout simplement trahi les siens. Et la deuxième, à trop vouloir tout contrôler, on finit par perdre le contrôle. En voulant tout verrouiller, Adobe s'est rendu fragile et a ouvert un boulevard à l'innovation qui venait de l'extérieur. La grande question maintenant, c'est de savoir si cet empire peut encore changer de cap. Est-ce que l'entreprise qui a révolutionné la création peut se réinventer, une fois de plus, pour regagner la confiance qu'elle a complètement perdue, ou est-ce que, au fond, le futur de la créativité est déjà en train de s'écrire, sans elle?